Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Simonis, vice-championne du monde en apnée, détentrice de plusieurs records nationaux, kinésithérapeute et conférencière. Ensemble, nous allons plonger dans un univers à la fois fascinant et méconnu, celui de l'apnée sportive, un sport qui mêle maîtrise du corps, puissance mentale et exploration intérieure. Marine nous partage son parcours impressionnant, les défis personnels qu'elle a rencontrés et comment ce sport extrême l'a poussée à développer une connexion profonde à elle-même, notamment à travers la méditation et l'introspection. On parle aussi d'équilibre de vie, entre sa carrière d'athlète, de kiné et de conférencière, du soutien familial important pour elle et de résilience. Vous êtes sur Audace, le podcast qui met en lumière des parcours uniques et authentiques. Ici, on parle de bien-être, de business, de développement personnel et de toutes les formes de réussite qui demandent du courage et de l'audace. Je suis Chloé Nico et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir le podcast, mettez 5 étoiles et partagez cet épisode autour de vous. Bonne écoute! Bonjour Marine. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi d'être venue, d'avoir fait toute cette route. Voilà, j'allais dire, on est à Liège aujourd'hui, donc c'est pas dans ma région initiale, mais je suis ravie d'être là. Il y a un grand soleil, il y a une magnifique vue sur la ville de Liège, qui est une très belle ville, cela dit. Donc très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Et moi de même, Chloé. Je vais commencer par te demander de te présenter avant de mettre un peu de contexte sur notre rencontre. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander qui tu es, Marine ? Alors, je m'appelle Marine Simonis, je fais de l'apnée et je suis récemment devenue vice-championne du monde en descente à la brasse. Donc moi, ma spécialité, c'est vraiment la plongée en apnée pour aller le plus profond possible. C'est pas dans une piscine. Donc voilà, c'est un titre qui m'a été décerné en octobre 2024. Et mérité, oui. Mais non seulement vice-championne du monde, mais tu as aussi un titre national belge. Oui, depuis que j'ai commencé, au final, ma première compétition, j'ai fait mon premier record de Belgique et j'ai commencé à tous les décrocher au final, pour arriver à être, voilà, la détentrice des 4 disciplines, des records des 4 disciplines en Belgique. Incroyable. Avant de parler de ce sport, je vais remettre un petit peu de contexte sur notre rencontre, sur pourquoi je suis venue à toi. En fait, j'ai interviewé Martin Volkart dans un des premiers épisodes d'Audace et je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait pour se recentrer sur lui-même et il m'a dit l'apnée. Donc Martin, c'est un chef, il travaille dans un resto gastro, l'Amandier, et c'est un homme à 1000 projets. C'est vrai qu'il a une pile électrique. Et je suis là, l'apnée, c'est dingue. Et en fait, en creusant, je me rends compte qu'il y a pas mal de mon entourage qui font de l'apnée. Donc je crois que l'apnée est hyper hype pour le moment, en tout cas très en vogue, et notamment pour tout ce qui est introspection, un peu de méditation, j'ai envie de dire même. Donc dis-nous un petit peu, toi, l'apnée, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Oui, c'est sûr, que grâce à l'apnée, en fait, ça oblige justement à se recentrer sur toi, et à stopper le temps, en fait. Parce que dans notre société, on a vraiment tendance à aller d'un point A à un point B, et de tout rusher tout le temps, et du coup, on n'arrive plus à vivre vraiment le moment présent. Et au final, cette apnée, cette pratique, pour moi, elle m'a vraiment apporté ça. C'est me rendre compte que non, il n'y a pas que aller d'une étape à une autre sans réfléchir à ce qu'on est en train de faire pour le moment. Non, il y a vraiment besoin, pour être, voilà, se sentir bien dans sa vie, se sentir bien dans son boulot, arriver à se recentrer sur le moment présent et à le vivre maintenant, et pas se dire plus tard ah mince, j'ai loupé ce moment, quoi. Quel genre d'enfant étais-tu ? J'étais un enfant plutôt timide. C'est très différent, en fait. Quand j'étais vraiment enfant, j'étais très heureuse, très joyeuse et je pense, moins timide. Mais par contre, ado, c'était tout le contraire, et ça allait, beaucoup moins bien. Est-ce que tu es fille unique ? Non, je suis l'aînée de 2 autres sœurs. Donc on est 3 donc filles. un clan de filles. Ouais. Tes parents sont sportifs eux-mêmes ? Mon papa a fait un Ironman. Et ma maman, elle a fait marathon. Voilà, ils étaient très sportifs avant, maintenant un petit peu moins, hein. Au-delà de cette casquette d'athlète que tu as, d'athlète de haut niveau, d'athlète professionnel, tu es aussi kiné et conférencière. Kiné, donc j'imagine que le sport a toujours eu une place importante pour toi dans ta vie. Tu as grandi en étant active
Oui, donc j'ai appris à nager, enfin ma maman m'a appris à nager à 4 ans, et du coup, je n'ai jamais quitté les bassins jusqu'à 17 ans et j'étais, dans les compétitions, j'étais vraiment, enfin c'est ce qui drivait vraiment, ma vie et c'était beaucoup de concessions à ce moment-là. Bah, voilà, le sport de haut niveau, Tout à fait. voilà, on s'entraînait 4 à 5 fois par semaine et le week-end, ben, on était en compétition donc ça menait vraiment ma vie, la natation. Puis à 17 ans, je me suis rendu compte que, bah, bon, il y avait d'autres choses à faire quand même dans la vie que tourner en rond dans une piscine. Là, j'ai commencé je suis partie, en Australie en échange. Ouais. Et là, ça m'a ouvert, les yeux sur le monde. C'était incroyable, vraiment, cet apprentissage d'autres cultures, d'une autre langue, et ça m'a fait sortir de ma coquille et après ça, ben, j'ai continué à voyager et c'est comme ça que j'ai découvert l'apnée. Est-ce que mes recherches sont correctes et que tu as découvert l'apnée ou en tout cas, la nage en bouteille, suite à une rupture amoureuse? Oui, donc en effet, c'était, un moment, a assez compliqué. J'avais été, en couple et bah, voilà, j'avais envie de fuir un petit peu cette rupture, et je suis partie du coup à l'étranger, et là, sur un coup de tête, je me suis dit: «Oh bah, pourquoi pas aller faire, de la plongée en bouteille?» Et là, avoir cette sensation de pouvoir respirer sous l'eau et voir tout ce qui se passe, être dans un aquarium, c'était juste incroyable. Et du coup, ça a été mes premières plongées, mon premier rapport, à la profondeur. Donc c'était pouvoir respirer sous l'eau et au fur et à mesure, ben, je me suis rendu compte que j'aimais bien aussi, entre les plongées, pouvoir descendre, toute seule sans tout cet attirail, à Mmh mh. porter avec soi, Mmh. et c'est comme ça que j'ai découvert l'apnée. Durant ta, enfin, en tant que nageuse de haut niveau, est-ce que la brasse, c'était quelque chose qui t'appelait beaucoup? Tu étais performante dans la brasse? Je détestais ça. C'était quoi toi, plutôt le crawl, le papillon? Le crawl et le dos Ah, en le dos. 50 et en 100 mètres. OK. Donc rien à voir avec la brasse, mais par contre, justement, arriver à enchaîner les longueurs, à travailler vraiment cette aquacité dans l'eau, bah, ça c'est ce qui a fait la différence justement dans ma pratique de l'apnée, parce que les autres ne sont pas nécessairement d'anciens nageurs, Mmh. et du coup, c'est vraiment, un atout qui m'a été donné, par toutes ces années de travail pendant mon adolescence. Quand tu plonges en bouteille, ce qui t'attire, c'est les fonds marins? Est-ce que tu as toujours été une fascination pour ce qui se passe sous l'eau? Je sais que ça effraie. Moi, je suis j'ai pas peur de l'eau, mais c'est vrai que je suis pas forcément à l'aise. J'en ai fait aussi de la plongée en bouteille. C'est pas un environnement dans lequel je me sens hyper sereine à titre personnel. Toi, au contraire, un peu l'oppression, un peu le poids, tu sais, ce poids de l'eau, puis la lumière qui diminue, tout ça, c'est des choses qui t'attirent. Le Ah oui, froid, même, tu as la barrière du froid, en dessous d'une certaine profondeur. la barrière du froid, non, pour moi, c'est pas agréable. Ouais, Par contre, en effet, les premières fois où je suis descendue en bouteille et que je me sentais vraiment couler ouais. avec, ma bonbonne et que je voyais les mètres qui s'ajoutaient au fur et à mesure, c'était Non, c'était incroyable, vraiment, c'était génial. Pour moi, cette sensation, ouais, de ouais. d'arriver à ouais, à plonger et à me laisser absorber par les profondeurs, c'est juste dingue et voir, cette lumière, les faisceaux lumineux qui passent, la barrière de l'eau, enfin juste, une vision magnifique. Mmh. Pourquoi avoir choisi, l'apnée libre, vous l'appelez comme ça? L'apnée, comment Heu, vous le dites? Nue? Non. non, l'apnée en Sans palme? profondeur. Oui, parce qu'il y a différentes techniques pour descendre. Tu peux nous peut-être les détailler? Oui, La palme, la monopalme, oui, donc en effet, il y a, la monopalme, la donc on a, monopalme. comme une queue de sirène. Ouais. En général, c'est cette discipline-là où on va le plus profond, parce que justement, on a une bonne prise d'eau sur la palme. OK. Après, tu as la bipalme. Oui. Après, tu as tiré sur le câble et la dernière, c'est la brasse. Donc, là où on a vraiment droit à rien du tout, on descend vraiment juste grâce à ses bras, ses jambes, et aucun artifice, n'est possible. Donc c'est aussi la plus dure. Le fait que vous faites des battements de pieds, vous êtes disqualifié pour ça? Ou c'est seulement des mouvements de brasse en tant que tels? Non, tu as le droit de mettre ce que tu veux tant que tu n'utilises pas la corde ni, des palmes. Donc en fait, Ah OK. tu peux, venir mettre un petit battement, de dolphin kick qu'on Oui. appelle ça, sur la brasse. C'est tout à fait, autorisé, ouais. OK. Tu peux nous replonger dans ta première descente, dans ton premier entraînement en apnée?
ton état d'esprit, un peu ta révélation? C'était pas un entraînement du coup, c'était, mes premières plongées de découverte, Mmh. toute seule. Heu, c'est pas vraiment la descente qui m'interpellait, c'était par contre vraiment la remontée et se sentir flotter, comme un petit bouchon, se laisser, porter par, la poussée d'Archimède qu'on appelle ça, et voir, justement, allez, tous les rayons du soleil, au-dessus de soi et l'eau qui traverse, enfin qui glisse sur le visage. C'était vraiment les souvenirs que j'ai et d'ailleurs quand, j'essaye de me remémorer des plongées, agréables, celle-là, elle revient à chaque fois. C'est, voilà, visualiser vraiment tout ce qui se passe autour de moi, les poissons autour, et vraiment cette sensation de, ouais, me laisser, bercer par la profondeur et par, bah, justement la flottabilité qui revient. Le fait que ce sport, à l'époque, donc il y a 6 ans, à peu Oui. près, 6 ans et demi, peut-être qu'il était un peu moins connu, en tout cas en Belgique. Tu as vite décroché le titre, c'est peut-être qu'il y avait moins de compétition à l'époque. Pour le moment, est vraiment en hype, donc je pense qu'il y a de plus en plus d'engouement autour du sport, sans doute de souscription, de membership, de gens qui adhèrent au sport et c'est super. Est-ce que le fait que le titre soit si accessible, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui t'a drivé? Coup, oui, quand, j'ai commencé l'apnée, c'est vrai qu'au départ, les records étaient très accessibles, les records nationaux. Donc, c'est honnêtement, oui, quelque chose, où je me suis dit: «Oh bah, écoute, encore une expérience de plus, pourquoi pas aller tester une compétition et aller tester, bah, justement l'accès à ce record de Belgique?» Vu qu'il était très accessible. J'avais jamais eu de record de Belgique en natation et je me suis dit: «Bon allez, sur un malentendu». Et du coup, j'ai fait, ma première compète, mon premier record et là, je me suis dit: «Ah, là, il y a un truc, Ouais. je veux continuer, quoi». Et même si ça ne devrait pas être la motivation principale, justement, les nombres et les records, c'est sûr que c'est une motivation quand même. Et c'est ce qui fait que, bah, voilà, on a envie de s'entraîner, tous les jours, se lever et aller à la piscine à 8 heures avant d'aller travailler. Enfin, c'est ce qui fait que justement cette motivation, elle est là. Et bah, voilà, au final, avec, tout ceci, bah, c'est vrai que j'ai réussi à accéder justement au top mondial, assez rapidement, Mmh. mais c'était grâce à mon passé de nageuse aussi, ça c'est clair et net. Quel est le rôle de ta famille, par rapport à tes performances, à ton titre, enfin à ton passé de sportive? Est-ce que ta famille sont plutôt un moteur pour toi? Tu as envie de les rendre fiers ou ils sont plutôt frileux? Parce qu'on le rappelle, c'est quand même un sport avec un certain risque. Il y a beaucoup enfin, il y a des accidents. Il y a des accidents, maintenant voilà, il y a des risques en effet comme dans tous les sports. Ici en apnée, bah, il y a le risque de syncope. Mmh. Il y aura normalement jamais, d'autres choses, enfin, de choses plus graves que ça, parce que tout est mis en place justement pour que rien ne nous arrive. Les protocoles de sécurité, ils ont vraiment énormément évolué. Donc voilà, maintenant quand on pense à l'apnée et aux morts de l'apnée, ben, c'est sûr qu'il y en a eu à un moment donné, mais maintenant depuis une dizaine d'années, il y en a plus eu, et quand il y a des accidents, c'est plutôt des accidents chez des gens qui savent pas trop ce qu'ils font, qui s'essayent, tout seuls dans la piscine ou qui vont aller chasser tout seuls, où là, il y a zéro sécurité, les gens ne savent pas ce qu'ils font et c'est là où c'est dangereux. Mais en apnée, maintenant, on essaye, voilà, de dédramatiser justement ça, mais en effet, il y a quand même des risques. Mais du coup, mes parents, au départ, ça a été assez compliqué, je dirais, Mmh. d'accepter justement, bah, que je fasse ce sport-là parce ils sont du genre à s'inquiéter beaucoup, et maintenant, ils commencent à me faire un peu plus confiance. Ils savent que je suis pas une tête brûlée, que, voilà, je vais pas à la recherche de l'accident justement, Mmh. donc voilà. Si mes recherches sont bonnes, tu as quand même eu un accident qui t'a un peu, freiné ou en tout cas qui t'a mis un petit red flag, peut-être un peu le holà pendant un certain temps après. Tu peux nous en parler? Oui, donc en effet, il m'était arrivé une syncope, c'était au championnat du monde, mes premiers championnats du monde en 2021. En eau Heu, libre, hein, ça, en mer alors? oui, c'est ça, OK. en mer à chaque fois. Heu, il y avait du courant
énorme, Mmh. c'était à Chypre, et du coup, en fait, c'est comme si on était, en train de nager à contre-courant d'une rivière, mais en apnée, donc on consomme énormément plus. Après mon passage, ils ont arrêté la compétition parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu trop d'accidents, mais le mal, il était fait, ils ont arrêté trop tard. Donc oui, j'ai fait une syncope à 2 mètres. Et c'est un événement, même si, voilà, c'était pas douloureux, c'était pas, je me souviens pas, j'ai rien vu arriver, donc mon corps, il m'a donné 0 info. Heu, je n'ai rien ressenti de négatif, mais par contre, dans mon subconscient, ça m'a impacté énormément et jusqu'aujourd'hui, au final, je pense que je suis vraiment sur la limite, inférieure. Je vais pas chercher plus loin que mes limites, et je suis toujours plutôt safe parce que je veux plus que ça m'arrive, parce que justement, j'essaye de redonner confiance à mon corps. Vu que je n'avais pas eu de signes, ben, voilà, c'est difficile de se remettre dedans. Quand tu dis que tu as fait une syncope à 2 mètres, c'est-à-dire quand tu remontais 2 mètres de la surface, tu t'es quoi, évanoui? Enfin, C'est c'est ça, ça oui. le En fait, donc j'ai fait ma plongée à 60 mètres, je suis remontée et à 2 mètres sous la surface, à la remontée, ben, je me souviens plus de rien, blackout. Je me suis réveillée sur le bateau médical et c'est là où que je me suis rendu compte, de ce qui s'était passé, oui. ça doit être en effet, assez, traumatisant. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'exercice de la plongée, en compétition, tu peux nous nous montrer un parcours? Donc je pense que tu dois annoncer, le nombre de mètres que tu essayes d'atteindre en descente la veille, C'est ça. concrètement. Tu peux nous détailler un petit peu comment ça se passe? C'est un petit peu, une partie de poker, on va dire. Mmh. Donc, la veille, en effet, tu ne sais pas ce que tes concurrents vont annoncer, et sur des championnats du monde où tu as droit à une plongée par discipline, bah, du coup, il faut vraiment arriver à faire la bonne annonce. La compète, elle commence déjà la veille, à la limite. Heu, En effet, soit tu vas annoncer quelque chose de vraiment, couillu, mais Mmh. du coup, tu es moins sûr d'y arriver, Mmh. soit tu vas annoncer quelque chose de très safe, mais bon, du coup moins profond et tu prends le risque, de descendre dans le classement. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment arriver à faire la bonne annonce pour performer le jour J. Et les conditions, donc comme tu dis, par exemple, quand il y a du courant, ça influe aussi sur le choix que tu prends? Voilà, si tu plonges dans un endroit où tu sais que, une fois sur 2, il risque d'y avoir du courant, tu vas pas annoncer, Tu vas jouer safe, quoi. ouais, voilà, tu vas annoncer plutôt safe ou alors carrément tu vas annoncer quelque chose que tu aurais fait quand même. Moi, par exemple, depuis que cet accident m'est arrivé, avec le courant, maintenant je sais que quand il y a du courant, même si les organisateurs disent que non, on peut y aller, moi je coupe court à la performance. Par exemple, j'irai pas au fond parce que je ne veux plus que ça m'arrive. Mmh. Mais par contre, je veux pas non plus commencer à, annoncer 10 mètres de moins, au cas où Mmh. il y aurait du courant. Donc voilà, c'est un petit peu, savoir, vers où tu te situes, et puis aussi, dans ton propre état de forme, ça fluctue, pour moi en fonction du mois, Mmh. et Pour les périodes, les règles? ouais, c'est Mmh. ça. Je sais que la semaine avant les règles, ça va pas du tout, au niveau mental, donc je vais peut-être annoncer quelque chose, de qui va me donner un peu plus envie et qui va m'investir un peu plus mentalement, cette période-là. Mais par contre, les 2 semaines après, c'est waouh, je peux faire Ouais. ce que je veux, quoi. Donc ça fluctue à chaque fois en fonction de toi et des éléments, extérieurs, ouais. Ton SPM, donc ton syndrome prémenstruel, tu es, en phase avec? Tu es hyper reconnectée par rapport à ta période et cetera? Oui, Avec le temps ça ou ton exercice de kiné qui t'a aligné avec ça? pas du tout. Comment En tu t'es fait, informée? là, j'ai 32 ans aujourd'hui, Ouais. et je dirais que ça fait 2-3 ans que OK. je me suis rendu compte que: «Ah, mais non, attends, en fait, je suis pas en déprime, tous les mois sans raison, j'ai pas des coups de fringale, comme ça». Enfin, j'ai l'impression que le tabou qu'on a fait autour des règles, il a vraiment bien fait son travail, et que, dans les sports quand j'étais jeune, on a Jamais c'était parlé. tabou, j'en C'est ai fou, jamais hein. parlé, C'est fou. et ici, c'est avec mon coach où j'ai commencé à lui dire: «Écoute, voilà, tous les mois, il y a une semaine où il va falloir, Ouais. ouais, mettre un peu plus soft, et être un petit peu plus indulgent parce que, c'est quelque chose qui m'impacte et ouais, je trouve qu'on n'en parle pas assez. D'ailleurs, les études, elles le montrent, hein,
9% des études sont faites que sur les femmes en prépa physique, contre 71% que sur les hommes. Donc, il y a vraiment une différence à rattraper de ce côté-là. Et je pense que c'est en parlant justement qu'on arrive à délier un petit peu les langues et à se faire se rendre compte aux femmes que non, c'est normal d'avoir des fluctuations et que l'état mental, l'état physique, il est différent au fur et à mesure de sa vie, quoi. Je suis 100% d'accord. Ton coach était réceptif par rapport à ça? Il était très réceptif, mais par contre, voilà, vu qu'il y a pas beaucoup d'études, Ouais, un peu démuni quand même, ouais. quoi. Oui, manque de data, quoi, manque de données. Manque de data, manque de données et manque, de voilà, de nouveau, à cause du tabou, on n'en parle pas beaucoup et du coup, ouais, un peu plus compliqué à ce niveau-là aussi d'avoir des retours d'expérience ailleurs, au final. Aujourd'hui, tu es suivie par un coach physique et par aussi des coachs mentaux, enfin Oui, 2 coachs mentaux, je pense. oui, c'est ça. Une à Hem, Liège et une, en France. Enfin, à un en Nice, France. Ouais, ta c'est ça, ville de cœur. c'est ça. Raconte-nous un peu l'importance pour toi du coach mental, particulièrement? Alors, le coach mental, c'est vraiment lui. Quand j'ai commencé l'apnée, au final, je parlais un petit peu, avant justement de de cet ego qui, au final, m'avait un peu poussée vers la compétition. Je pense que voilà, en compétition, il y a toujours une part d'ego et on a tendance à la diaboliser un petit peu, mais c'est aussi ce qui fait qu'on Bien sûr. arrive à se pousser. Hem Mais à un moment, cet ego, il prenait un peu trop de place et du coup, je me suis dit: «Bon, il faut que je m'écoute moi, mais je sais pas encore, faire cette connexion entre mon corps et moi, ma tête». Donc je vais aller voir un préparateur mental et c'est lui qui a justement réussi à débloquer plein de choses, plein de dialogues, avec moi-même. Heu, bon, je les ai pas encore toutes, hein, j'ai pas Mmh mh. encore la science infuse, mais Mmh. clairement, c'est ce qui a fait que, au niveau mental, ça m'a fait énormément évoluer. Arriver à remettre, l'église au milieu du village et à se dire: «Mais pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Pourquoi je fais tous ces sacrifices? Qu'est-ce qui se passe si je rate? Est-ce que vraiment, la terre entière va me détester? Est-ce que ma famille, qui est proche pour moi, qui est importante pour moi, est-ce qu'ils vont m'aimer moins?» Ben Mmh. non, au final. Mmh. Et c'est important de revenir justement sur ces basiques qu'on a tendance à oublier, par l'ego, au final. Tu penses que ça t'aurait aidé dans ta carrière de nageuse, d'avoir un coach mental? Je sais pas si tu en as eu un? J'en ai pas eu, Mmh. mais énormément. Ça Mmh. m'aurait tellement aidé. D'ailleurs, je pense que là, dans ma carrière, d'athlète, hem, c'est complètement différent. Mon rapport, au sport, au niveau mental et physique, c'est complètement différent de, quand j'étais nageuse et quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que, voilà, l'impact mental, même dans les autres sports qui sont peut-être moins mentaux et plus physiques, on commence vraiment à délier les langues et à se rendre compte de cette importance-là. Mmh. Absolument. Tous ces coûts, parce que je vais dire c'est un investissement en soi, mais un investissement quand même, financier, sans parler de l'énergie et du temps que tu y consacres évidemment, mais le financier, comment tu balances tout ça? Comment tu te dis: «Je vais moi investir»? Est-ce que c'est la fédération qui te paye ces coachs? Comment ça se passe Non, en tant je qu'athlète? la fédération, elle ne paye pas, tout le processus. Ouais, et les voyages et les logements, enfin, c'est un sport qui coûte aussi. Ah oui, exactement, c'est un sport, qui m'apporte énormément au niveau expérience. Bon voilà, j'ai quand même la chance, d'avoir choisi un sport qui se pratique en mer. Donc à chaque fois, c'est des superbes paysages, ce sont de superbes endroits, mais en effet, ces endroits, ils ont un coût. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile comme tous les athlètes en Belgique, enfin la majorité Mmh. des athlètes en Belgique, pour faire partie du top niveau, on n'a pas nécessairement les moyens financiers qui suivent derrière, comparé à d'autres pays où, là, il y a beaucoup plus, d'alignement, derrière les athlètes. Donc ici, voilà, je marche avec, des sponsors, mais c'est surtout mon boulot de kiné qui me permet encore, de pouvoir faire ça au final. Mais voilà, le temps, c'est de l'argent Ouais, et les entraînements, c'est du temps. Donc oui. voilà, c'est sûr que ça, c'est toujours le problème, pour les athlètes, c'est arriver à trouver la bonne balance et je suis toujours, dans cette recherche de la bonne balance. Il y a des mois où je me dis: «Oh, c'est génial, j'ai vraiment trouvé». Puis il y a des mois où je me sens un peu submergée par tout le boulot que ça implique, quoi. Comment tu équilibres alors, quel est le pourcentage de ton exercice en tant que kiné
Et ta carrière de sportive de haut niveau? Ça fluctue énormément parce que voilà, maintenant j'ai choisi de ne passer que sur des remplacements. Donc au final, bah, voilà, quand j'ai pas de remplacement, ça me permet de m'investir plus dans l'apnée et quand j'ai des remplacements, bah, je vais moins faire, de boulot, je vais dire, pour mes conférences, pour, le sponsoring et tout ça et alors là, je vais passer plus de temps, bah, voilà, à travailler et à m'entraîner. Mais ça fluctue énormément, ça dépend vraiment des périodes au final, où on a besoin de moi en kiné et voilà. Il y a des saisons dans l'apnée? Oui, les saisons, elles sont généralement de mai à octobre. OK. Donc il y a vraiment au final, allez, 7-8 mois que je passe, justement ici, en Belgique pour m'entraîner et faire ma prépa hivernale et alors l'été, ben, je le passe, au chaud. Tu t'entraînes en Belgique, tu t'entraînes, à Bruxelles, c'est ça? Au Nemo 33? C'est ça, je Ouais. m'entraîne, j'essaye une fois par semaine parce que, ben, voilà, je Oui, c'est viens de pratique Liège quand même, donc ouais. C'est pas pratique parce que là, ce matin, tu m'as donné rendez-vous, tu m'as dit: «On se voit à 9h30 après mon entraînement». J'étais là: «Waouh!» Donc là, Ah le oui, non, matin c'était pas à Nemo. ouais, mais tu vas quand même t'entraîner, le matin. Quelle est une journée type, par exemple? Je n'ai pas de journée Ouais, type et c'est ça j'imagine. la chose qui est un peu difficile pour moi justement à, gérer, Mmh. c'est, ces fluctuations, entre mes journées où j'ai beaucoup de travail en tant que kiné, et mes journées où j'en ai beaucoup moins, où là je peux aller m'entraîner un peu quand je veux. C'est vraiment, j'ai pas encore trouvé ma journée type et c'est ça qui me manque pour le moment, et c'est pour ça que si j'avais, bah, d'autres moyens financiers qui se gérerait vraiment que sur l'apnée, ce serait incroyable de n'avoir que ça à penser. Mais oui, par exemple, ce matin, bah, avant de te voir, j'étais à la piscine de 8 à 9, et puis après, ben, ce soir, je vais à Nemo donc voilà, c'est la journée, elle est vraiment rythmée pour essayer de maximiser le temps au final. L'alimentation dans tout ça, c'est un point important pour toi, la nutrition? La nutrition, je pense que j'ai encore du travail à faire, à ce niveau-là, parce que, voilà, le matin, c'est un petit peu compliqué, parfois avec les entraînements et tout, de manger vraiment ce que je devrais manger, je manque un peu de temps à ce niveau-là pour justement de nouveau parce que je n'ai pas de journée type, Mmh. pour arriver à trouver, la bonne balance, mais j'ai la chance d'avoir un compagnon qui cuisine très bien. J'ai eu la chance de le rencontrer, avant l'interview et j'étais là: «Waouh, lui, il doit être athlète aussi». Et je t'ai demandé la permission d'ailleurs d'en parler avant parce que l'équilibre vie pro, vie perso m'intéresse beaucoup et c'est vrai que les athlètes souvent, bah, il y a rien à faire, ils se comprennent et souvent ils se retrouvent en couple ensemble. Oui. Je l'ai eu aussi avec, Camille Lose dans un ancien épisode, qui est en couple avec Kevin Borlé, athlète aussi, enfin ancien athlète de haut niveau. Hem, vous vous êtes rencontrés et ça a matché aussi sur ce côté, il comprend ta vie et tes sacrifices. Exactement. Je pense que je ne pourrais pas avoir, eu cette carrière, jusque maintenant si, j'avais été avec quelqu'un d'autre, de plus, je vais dire traditionnel. Ouais. Parce que c'est vrai que tous les sacrifices qu'on a à faire, que ce soit au niveau temps, que ce soit au niveau énergie, que ce soit, bah, au niveau financier aussi, lui, il les comprend. Hem, voilà, quand, je parlais justement de mes parents qui étaient un petit peu Mmh. réticents, à ma pratique de l'apnée au départ, bah, il y avait aussi ce manque de stabilité sur lequel, c'était un petit peu compliqué pour eux à comprendre, et je pense que, bah, surtout en Belgique où on a tendance à privilégier et à prôner vraiment, le travail normal, à se mettre dans une boîte, et avoir tendance à ne pas sortir de cette boîte justement, bah, voilà, quand on est kiné, on le reste toute sa vie, et on va faire du 8-20 heures, tous les jours. Bah, c'est pas toujours facile, pour la génération d'avant, je pense, à comprendre justement d'autres opportunités, d'autres, jobs, qui peuvent, avoir, leur valeur aussi et donc être avec Tim, bah, ça a vraiment, aidé à ce niveau-là. C'est, quand, je sais plus pourquoi je fais ça et quand je me Oui, dis, bah, oui. punaise, c'est beaucoup de sacrifices, que ce soit au niveau, bah, relation, que ce soit, au niveau, financier, au niveau temps, bah, c'est bien d'avoir justement quelqu'un qui comprend tout ça et qui est là pour rebooster un petit peu, quand ça va un peu moins bien. 100 d'accord. Tim, il est, ancien basketteur, Il est ancien et il est basketteur pro, ouais américain. et il est américain, ouais.
Au niveau financier, juste pour finir avec cette parenthèse-là, on parle de combien de budget par an pour pratiquer l'apnée? Alors une saison avec, tous les voyages et Oui. cetera, on est entre 15 et 20 000 €. Mmh. Donc Ah ouais, ça coste. ouais, donc c'est costaud. Donc voilà, par exemple une inscription, Oui. à la grande compétition, d'apnée, qui est le Vertical Blue, on est à 1 000 €. Mmh. Rien que l'inscription, hein, Mmh. donc ça ne comprend rien d'autre, en plus. Donc ouais, c'est un sacré budget, et puis alors, il y a aussi les mois où, ben, je ne travaille pas, Mmh. sur lesquels, je dois pouvoir, arriver à avoir un salaire quand même. Donc voilà, l'année, vraiment, quand je suis en Belgique, je bosse comme Ouais. je peux, et puis après, en saison, alors je peux me permettre justement de vivre de mes sponsors. Quelle est la place des réseaux sociaux pour toi, en parlant de sponsors? La place des réseaux sociaux, c'est assez compliqué, je Mmh. dirais, parce que, bah, voilà, quand on est athlète de haut niveau, qu'on est sponsorisé, bah, il y a, obligation, je vais Ouais. dire, justement de dévoiler un petit peu de soi, et c'est pas toujours facile d'avoir, enfin, voilà, j'étais toujours, assez timide quand j'étais ado, et j'étais pas quelqu'un qui aimait beaucoup montrer, ce qui se passait dans ma vie, et au fur et à mesure, ben, voilà, il faut arriver à jouer ce jeu-là, mais c'est pas toujours facile, heu, de par, le regard des autres, mais aussi de par, ben, cette intrusion des autres parfois dans sa vie privée. J'ai eu des mauvaises expériences, donc c'est vrai que c'est pas, voilà, il faut arriver à se préserver, Mmh. mais à jouer quand même, le jeu, de l'athlète de haut niveau pour Oui. arriver à ses fins, quoi. Donc Ouais. c'est assez difficile d'arriver à trouver, le juste milieu. Ici, en Belgique, tu représentes clairement le sport. Je tu es ambassadrice de ce sport et c'est génial d'avoir une figure comme toi. Je pense que des jeunes femmes peuvent se reconnaître et peut-être se projeter, dans toi, dans qui tu es, en fait. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes femmes qui voudraient se lancer dans ce sport? Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que quand vous allez commencer, ben, vous allez pas être, forte. Enfin, c'est normal. En fait, c'est l'évolution et c'est l'entraînement, c'est la persévérance et la résilience qui vont faire que vous allez vous améliorer, que vous allez voir des changements, que ce soit au niveau de votre énergie, que vous allez vous sentir mieux dans votre peau, que vous allez, vous sentir mieux dans votre tête aussi. Mais ça vient pas, directement, c'est vraiment la persévérance qui va faire que, et donc quand vous commencez, c'est normal de pas voir de changement, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique, mais ces changements, ils vont arriver. Quelle, caractéristique, une bonne apnéiste, on dit Oui, comme ça? apnéiste. Possède-t-elle? Il y a autant de versions d'apnéistes que d'apnéistes, en fait. Mmh. Chacun a Il y un a pas un peu. physique type? Être Ah, grande, au ça aide? physique, Ou heu, même mental, je dirais. Est-ce qu'il y a je sais pas, le fait d'être mentalement très calme, très posé aide ou pas du tout? c'est sûr qu'être, arrivé à être posé mentalement, c'est un énorme atout. C'était pas le mien. Moi, justement, je misais plus, sur mon physique et sur, ben, c'est sûr que le fait d'être grande, on a moins de mouvements à faire pour arriver à ses Marie fins. fait 1,80 m, taille mannequin. Ouais, et du coup, bah, voilà, c'est sûr que c'est Tu as un une amplitude de mouvement qui est plus grande, donc tu fais voilà. moins de mouvements, donc tu fais moins d'efforts. Enfin, Tu consommes moins ouais, d'oxygène, donc voilà. c'est mieux. Heu, donc clairement ça a été mon atout, et le mental, c'était justement pas mon atout du tout. J'étais quelqu'un d'énormément stressé, de temps en temps, je le suis encore, hein, On dirait j'ai tellement pas. On dirait tellement pas que tu étais une ancienne timide et que tu es c'est quelqu'un vrai? de stressé. Pas du tout. Ah bah, pourtant ouais, si, Mmh. timide, maladive. Vraiment, Ouais, c'est ça, j'étais on j'étais dirait pas bien pas dans du ma tout. peau du tout, je faisais même, des crises de tétanie quand, Ouais. j'étais jeune. Enfin, ça allait pas, du tout. Hem, donc ouais, c'est allez, le regard des autres, en fait, à chaque fois qui me faisait peur, et quand on arrive à se dégager justement de ce regard des autres, là, les portes s'ouvrent vers un autre monde, quoi. Et comment tu as eu un déclic? C'était le voyage plutôt en Australie qui t'a aidé, c'est ça? C'est ça, parce que Qui t'a forcé en fait, tu avais pas le choix? voilà, et quand, au final, tu ne connais personne, tu te rends compte que tu peux devenir une nouvelle personne, heu
Et quand, voilà, j'étais j'ai grandi à Moresnet, c'est un petit village où tout le monde se connaît, où, bah, voilà, tu es Marine, tu es la fille de, enfin, vraiment, c'est des tout petits villages, des cantons de l'Est, et quand, tu pars en Australie comme ça, que personne te connaît, bah, là, tu peux, en fait, être quelqu'un de complètement nouveau et c'est là où je me suis rendu compte, «Ah bah, peut-être que je peux ne pas être la Marine timide au final», et c'est comme ça que, ouais, j'ai fait plein d'expériences là-bas, qui m'ont vraiment ouvert les yeux et qui m'ont sorti de cette, introversion. Mmh. Tu peux nous rappeler, je ne sais pas si on l'a dit, tes records au niveau de mètres en tant que maître, c'est 64 mètres Oui, de profondeur? c'est ça, donc à la brasse, donc la discipline la plus dure, où j'ai reçu le titre de vice-championne du Oui. monde. Là, j'étais descendue à 64 mètres, et sinon mon max en profondeur absolue, c'est 80 mètres, en bipalme. Ah oui, OK, et c'est quoi le record du monde en brasse? Elle l'a descendu à 84 mètres, donc il y a oui, En brasse? oui, oui. Il y a un monstre de l'apnée, Quelle nationalité? Italienne? ukrainienne. Ukrainienne? Ouais. C'est plus l'italienne, Ouais. comme on voit sur Oui, Netflix, on en avait parlé en off d'ailleurs de ce oui. documentaire sur Netflix, Et assez, impressionnant, mais c'est aussi ça qui aide à faire découvrir le sport, même s'il y a tout ce côté, sensationnel, voilà, c'est un peu trop dramatique. ouais. En effet, ce qui s'est passé, c'était terrible, mais on n'est pas des têtes brûlées, on n'est pas, suicidaires, les apnéistes, et c'est vrai que, bah, c'est un petit peu ce qui fait vendre, je dirais, dans les médias. C'est aussi, tout ce qui est, accident, tout ce qui est, bah, voilà, comme tu Les dis, sports sensationnel. extrêmes, Voilà. ouais. Et on parle un peu moins, de cette, facette qui est justement, non, le bien-être, la recherche du bien-être, et la recherche, bah, voilà, de repousser les limites du corps humain, mais sans les dépasser. Mmh. Par contre, ton record en apnée, je sais que tu n'aimes pas l'apnée statique. Non. Néanmoins, tu as quand même fait une belle perf, durant le Covid, hein. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit: «Je teste»? Oui, en fait, C'était la seule façon de s'entraîner peut-être? Je sais pas. c'était la seule façon de Ouais. s'entraîner, c'était ça. Heu, Donc l'apnée statique, c'est on reste en dessous de l'eau, on se bouche le nez et les oreilles, non? c'est Non? ça. C'est on C'est reste mort, sur à la place? surface de la piscine, on se demande ce qui se passe, hein. Si tu faisais ça dans une piscine normale, le maître nageur, il sauterait pour venir te sauver. Donc pour moi, c'est pas intéressant, mais voilà, c'est très individuel au final, les ressentis. Moi, je déteste l'apnée statique et je suis vraiment admirative, devant, ces gens qui arrivent à se mettre à ça et à ne pas plonger, en profondeur parce Oui. que moi, c'est vraiment ces sensations d'écrasement, de sentir que tu fais un avec, ton environnement qui me drive, pardon, Mmh. plus que, juste retenir ma respiration. C'est quoi le record d'apnée statique? En Belgique, je ne sais pas. Ouais. Toi, tu Je as fait 6 minutes? j'ai Un fait peu plus de 6 6 minutes. minutes à l'entraînement, oui. Ouais. Ça me paraît déjà, Mais vraiment voilà, cool. j'ai plus retesté. Je l'ai fait une fois, je l'ai plus retesté, C'est bon, c'était I'm bien comme done, ça, c'est bon. allez, c'est bon. Ça c'est Next. fait, allez, on part en profondeur. Quelle est la plus grande leçon que tu as apprise grâce à ce sport? On parlait de Heu, résilience. ouais, la résilience, je dirais vraiment le recentrage sur le moment présent. Vraiment, ça, c'est, une énorme leçon que je retiens de ma pratique de l'apnée, c'est une fois qu'on se remet dans le moment présent et qu'on vit ce qu'il y a à vivre, que ce soit au niveau bien-être dans la vie de tous les jours ou au niveau performance, ça change la donne, un truc de dingue. À quoi tu penses quand tu plonges? Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes en boucle, genre, «I can do it» ou j'en sais rien, «Tu es la meilleure», j'en sais pas. Est-ce que Non, je pense pas du tout à ça, je pense plutôt, parfois j'ai un dialogue intérieur, ouais, ouais, où je me dis: «Allez Marine, ça va le ouais, faire, ça va le faire. Tu te sens bien, tu es tu en gères, confiance, tu ouais, gères». Ça intervient plutôt avant, je dirais, OK. et une fois que je plonge, le but c'est vraiment bah, soit j'ai une plongée où, je me sens comme un peu comme en transe, mais sans avoir d'effort à fournir du tout, et là c'est des plongées, c'est le graal quoi, c'est, cette atteinte-là. Mais la plupart du temps, c'est quand même essayer de me recentrer justement sur le moment présent
et sur ce que je suis en train de faire sur La technique. Voilà, sur la technique. Je vais beaucoup me concentrer sur la compensation de mes oreilles parce que c'est ce qui me permet de descendre, mais aussi sur toutes les sensations de mon corps. Par exemple, si j'ai le gros orteil où je sens qu'il est tendu et qu'il n'est pas aligné, bah, je vais le réaligner. Pareil avec mes mains, ma tête, la position de ma nuque pour vraiment être dans l'hydrodynamisme et dans le ressenti de tout ce qui se passe autour de moi. Oui, un peu vraiment comme de la méditation. C'est similaire, à un état, méditatif, je pense, oui. Incroyable. Et donc, qu'on comprenne bien, tu plonges, tu viens chercher... Non, tu viens quoi? Toucher une languette? Chercher une languette? C'est ça, tu as un tag au fond Ouais. que tu dois ramener jusqu'en haut pour Qui montrer que prouve. tu es allé, le chercher à la profondeur, désirée. Incroyable. OK, je vais passer aux petites questions signatures pour finir l'épisode. Donc ça, on sort un peu de l'apnée, mais ton avis m'intéresse beaucoup. Alors la petite question rituelle, c'est team matcha ou team café? Si je la pose pas, on me la demande. Donc je te demande, est-ce que tu es team café ou team matcha? Oh, café. Enfin, Café. cappuccino. Pas café, cappuccino, oui. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui te touche particulièrement? They didn't know it was impossible, so they did it. Adore. C'était un petit bonheur pour toi dans la journée? Revenir à la maison et que mes chats m'accueillent à la porte. Quelle est ta relation avec ton image, la nourriture et l'argent? Compliqué. Avec les 3? Avec les 3. OK. Compliqué avec les 3. J'aime un petit peu trop le chocolat, un petit peu trop les trucs sympas, que la Belgique a à offrir. Frites. Voilà, les frites, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, en hiver en plus, voilà, les tartiflettes à répétition, enfin, ouais, c'est pas toujours facile et je suis quelqu'un qui bah, un peu comme beaucoup de femmes, je pense, est très dur avec son corps. De nouveau, on voit, sur, Insta, enfin des modèles à profusion, auxquels on a tendance à se comparer et c'est jamais sain. Et du coup, c'est vrai que quand, je passe un peu de temps sur les réseaux, de nouveau, c'est ce que j'aime pas avec les réseaux, c'est, son subconscient qui se compare tout le temps et qui est jamais content avec, bah, ce qu'on a, en ce moment. Et ça, c'est un petit peu le rapport compliqué, ouais. Tu te mets, parce que tu es athlète de niveau, tu penses que tu dois correspondre à ou rentrer dans un certain moule, physiquement parlant? Non, je pense que c'est aussi par, la vision que j'avais de moi avant. OK. Quand j'étais un petit peu plus, svelte, on va dire, où, là, je me sentais vraiment super bien dans ma peau et là, c'est un petit peu l'objectif à chaque fois. Et c'est voilà, ce qui est un peu compliqué et bah, en effet, le fait d'être athlète de haut niveau, tu as cette attente, du corps aussi, et de ce à quoi tu devrais ressembler, en effet. Tu le sens ça dans l'environnement sportif dans lequel tu es? Est-ce que tu sens les autres athlètes différents? Ou les coachs qui sont pressants? Non, je pense que, de nouveau, c'est l'image que j'ai de Ouais. moi. Parce que quand, je m'en plains à mes copines, elles me disent: «Mais non, mais arrête, tes conneries», enfin, c'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'on est chacun, difficile avec soi-même, mais non, on ne me le fait pas ressentir. C'est juste que, bah, voilà, j'ai tendance à me comparer, en mode, pessimiste, et c'est le problème, il vient de moi, quoi. Ton rapport, ta relation avec l'argent? Ma relation avec l'argent, c'est que, bah, voilà, je pense que je fais assez attention. Mais comme on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que j'aimerais tellement pouvoir m'entraîner, full time et avoir, que ça à penser. Mais pour le moment, c'est pas encore possible. Il y a un outil que tu utilises dans ton exercice, genre, je sais pas, peut-être un maillot spécifique ou une combi, ou je sais pas comment vous plongez, que tu recommanderais? Bah, je plonge avec les maillots Arena. Ouais. Genre, c'est celui qui en fait, quand j'étais nageuse, je mettais ça parce que je l'ai kiffé à mort et quand j'ai commencé l'apnée, j'avais mon maillot, Arena rouge, et si je suis hyper superstitieuse. Donc si je l'ai pas en dessous de ma combi, ça pue, quoi. Et du coup, je m'aide au niveau mental. Bon, c'est pas bien du tout, hein, de s'aider grâce à ça, mais je sais que quand, je mets mon petit Arena rouge, sous ma combi, je sais que je me sentirai mieux sur ma plongée. Mais c'est que là, hein. Bah, écoute,
Tu l'avais le jour de ton... J'avais un noir parce que cette année, j'ai essayé de me Ah oui, de détacher tout ça. de me détacher de ça, Mmh. mais du coup, en fait, au final, j'ai remis ça sur le même, aréna, mais en noir. Toute la saison, je l'ai fait en aréna noir, voilà. Bon, écoute, chacun ses superstitions. Tu t'entraînes à la salle de sport et en natation, c'est ça? C'est ça, oui. Tu fais aussi donc de la charge? Oui, je fais de la recharge, mais tu veux essayer de ne pas avoir trop justement de masse musculaire parce que, ben, plus de masse musculaire veut dire plus de consommation d'oxygène. Donc c'est toujours arriver à trouver la bonne balance, entre, ben, avoir assez de masse, mais pas trop. Qui appelles-tu quand tu as besoin d'un conseil? Quand c'est un là, en général, c'est ma copine, Eva avec qui, bah, je fais les 400 coups, justement en apnée. On est tout le temps ensemble, et vu qu'on vit un peu la même vie, c'est vrai qu'elle est toujours, de très, très bons conseils. Et sinon, bah, mon compagnon bien sûr, mais voilà. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la personne qui partage ta vie? Si tu fallait remettre un hommage, un remerciement à la personne qui partage ta vie. Ben, que grâce à lui, ouais, ça a vraiment changé mon rapport à la compétition, que, c'est lui qui me drive aussi pendant les moments où ça va un peu moins, donc vraiment que je suis hyper reconnaissante de l'avoir dans ma vie. Et la dernière question, la question signature du podcast, peux-tu nous raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Un moment où j'ai fait preuve d'audace, c'était justement lorsque j'ai eu le titre de vice-championne du monde, parce que ça faisait 1 mois que je m'entraînais, que ça n'allait pas du tout, je dépassais pas 50 mètres et encore, c'était une fois. Donc j'ai hésité à participer aux mondiaux. Mon coach m'a dit: «Écoute, je pense que c'est en effet une bonne décision de rentrer». Et au final, j'ai décidé d'y aller, de persévérer et je lui ai même dit: «Écoute, je veux même carrément annoncer 64 parce que j'ai besoin de ce challenge mental, j'ai besoin de me sentir investie mentalement, et faire moins que 64, ça m'investira pas et j'ai besoin de ça». Et là, il m'a dit: «Non, je pense que c'est pas une super idée, on va rester sur quelque chose de safe, tu pas été depuis, Ouais. plusieurs mois». Et au final, ben, j'ai bien fait d'y aller parce que c'est ce qui m'a valu, ce titre. Eh bien, écoute, Marine, merci. Merci pour cet échange. Merci à C'était toi, c'était passionnant. top. Merci et on te suit avec intérêt sur les réseaux pour tes prochaines perfs. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Marine Simonis. J'espère qu'il vous a inspiré autant qu'il m'a touchée. Son témoignage est une vraie leçon de résilience, de discipline et de connexion à soi qui peut résonner bien au-delà du monde du sport. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de vous. Chaque écoute, chaque partage aide Audace à grandir et ça compte énormément pour moi, alors merci d'avance. À bientôt!